Les impacts de l'éolien peuvent être assez multiples, pas forcément négatifs d'ailleurs, et dépendent aussi beaucoup du type de projet dont on parle. On peut différencier l'éolien en deux grandes familles, l'éolien terrestre ainsi que l'éolien en mer. Et donc évidemment, selon ces spécificités-là, les impacts peuvent être et les effets peuvent être bien différents. On a souvent tendance à séparer les effets selon les différentes phases d'un projet, que ce soit la phase de travaux pendant la construction des parcs éoliens ou la phase d'exploitation. Une dernière phase de démantèlement existe et ces impacts sont souvent similaires à ceux de la phase travaux puisqu'il s'agit également d'une intervention sur le site d'implantation. Donc, dans un projet éolien terrestre, dans un premier temps, il peut y avoir des effets lors des travaux, c'est-à-dire qu'on va concrètement avoir un impact sur le site d'implantation du parc éolien lorsqu'il va s'agir d'installer des fondations des éoliennes, de tracer des pistes d'accès, de raccordement électrique également, et d'implanter des plateformes techniques avec des postes de livraison électrique, etc. Donc ça, en mer, on a là des spécificités. Donc en mer, on distingue deux types de projets éoliens. On a des parcs éoliens posés sur le fond marin ou flottants. Donc dans tous les cas, il faut un ancrage au sol, que ce soit les pieux qui sont battus ou forés pour les parcs posés, ou les ancrages des flotteurs qui supportent les éoliennes flottantes. Là aussi, on va avoir dans la construction d'un parc en mer eh bien, des impacts sur le fond marin au niveau de l'implantation des pieux ou des ancrages de flotteurs. Et puis, d'autres types d'impacts qui peuvent être liés, par exemple, à l'émission de bruit, de vibrations, la remise en suspension des sédiments au niveau du fond, et aussi, bien évidemment, pendant les travaux ou l'exploitation, la circulation des bateaux qui peut engendrer certains dérangements de la faune, en particulier de la faune marine ou aussi des oiseaux en mer. Euh, En phase d'exploitation, là aussi, on va avoir des points communs. Donc, typiquement, que ce soit un projet terrestre ou en mer, on peut avoir des risques de perturbation ou éventuellement, au pire, de mortalité de la faune volante, que ce soit des oiseaux ou des chauves-souris qu'on retrouve à terre et aussi en mer. Notamment, mais pas que, en période de migration, pardon, que ce soit pour la faune ou les chauves-souris qui parfois s'éloignent assez loin des côtes. Et on a également des effets spécifiques en mer, liés typiquement à un effet récif, de la biodiversité qui peut être augmentée localement au niveau des fondations ou des ancrages, et puis des effets sur les courants marins en fonction notamment des effets de sillage derrière les éoliennes, qui peuvent modifier les courants, la répartition des nutriments dans l'eau, etc. Euh, donc, pour limiter ces impacts-là, le droit français a introduit depuis 1976 la séquence éviter, réduire, compenser. Cette séquence-là vise à supprimer les pertes nettes de biodiversité dans les plans et projets d'aménagement. Donc, c'est une séquence logique qui commence par des mesures d'évitement. On va simplement modifier éventuellement l'implantation du projet ou les caractéristiques du projet lors vraiment de sa conception. Et si cela ne suffit pas et qu'on a des impacts résiduels après mise en place des mesures d'évitement, eh bien, on peut mettre en place des mesures de réduction qui, là, vont viser notamment les phases de travaux ou d'exploitation d'un projet, ici d'un parc éolien. Et si cela ne suffit pas, eh bien, on rentre dans la dernière phase que l'on essaye toujours d'éviter, qui est la phase de compensation. Ça veut dire qu'on a des pertes significatives résiduelles après les mesures d'évitement et de réduction, et que là, il va falloir mettre en place des gains, donc une équivalence écologique d'une contrepartie qui permet d'éviter l'absence de pertes nettes à l'issue du projet. Et la réduction, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il est intéressant de dire qu'elle peut être divisée en trois types de réduction. La réduction géographique, technique ou alors temporelle. La réduction géographique, en fait, elle vise à limiter l'étendue des impacts. Et donc là, typiquement, pour un parc éolien, on va optimiser la disposition des machines, on fait ce qu'on appelle du micro-siting, par exemple, ou également l'étendue des voies de circulation, là où elles passent, pour éviter notamment des atteintes à des habitats spécifiques d'une certaine valeur écologique. Pour la réduction technique, là, ça va être plutôt limiter l'intensité des impacts. Donc, ça va être jouer sur les caractéristiques des machines, la gestion des habitats ou
notamment des dispositifs anti-collision, par exemple les systèmes de réaction, de détection et réaction à la faune volante. Et enfin, la réduction temporelle qui vise à limiter la durée, l'étendue temporelle des impacts. Et donc là, ça va être souvent joué sur la période du chantier pour éviter les périodes de plus forte sensibilité écologique ou les horaires également de chantier ou de fonctionnement. Et donc là, ça peut être un autre type de bridage qui est un bridage statique, en fait, basé sur des périodes d'arrêt des éoliennes. Parce que oui, petit détail pour être bien clair et cadrer le sujet, on parle de bridage, c'est l'arrêt des éoliennes pour limiter les risques de collision ou de perturbation de la faune volante. Donc, on a travaillé sur cette brochure-là qui s'intéresse à ce sujet de la réduction, où finalement on s'est concentré sur des thématiques autour de 4 grands sujets. Donc la mortalité des chauves-souris avec les mesures de bridage des éoliennes terrestres. On a aussi travaillé sur le bridage prédictif pour limiter, donc prédictif ou statique, c'est-à-dire l'arrêt des éoliennes pendant des périodes prédéfinies liées à ce qu'on pense être des plus grandes sensibilités, des plus grands risques de collision avec la vie faune en l'occurrence ici. Une troisième thématique sur les systèmes de détection automatique de la vie faune, les SDA. Donc là, c'est vraiment de la réaction en temps direct, en temps réel, à l'arrivée, à l'approche d'un oiseau ou à la présence d'un oiseau. Ça existe aussi pour les chauves-souris, on pourra en parler un tout petit peu après. Et un quatrième et dernier sujet qui était pour travailler plutôt sur l'éolien en mer, sur le bruit sous-marin lié donc aux travaux d'installation des parcs éoliens. On a aussi voulu ouvrir un peu le sujet avec 2 pistes de recherche encore aujourd'hui. C'est des expérimentations pour limiter les impacts. Donc, d'une part, ce qu'on appelle le balisage circonstancié, qui permet d'éclairer les éoliennes la nuit uniquement à certains moments pour limiter simplement leur attraction pour les chiroptères et donc les risques de mortalité. Les chiroptères sont les chauves-souris, hein, en termes un petit peu techniques. Et une deuxième piste de recherche, c'est la colorisation des éoliennes, donc peindre simplement les pales ou parfois les mâts, puisqu'il y a eu pas mal d'expérimentations en ce sens-là, dont certaines ont montré des résultats intéressants. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu l'idée générale de cette brochure. Et l'idée aujourd'hui, c'était de se concentrer sur une thématique en particulier pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, on va parler du sujet des chauves-souris. Ce sujet des chauves-souris, en fait, aujourd'hui, on en parle avec une société, un développeur, qui porte un retour d'expérience, comme on en a plusieurs dans cette brochure. Donc ici, ce retour d'expérience est celui d'un parc qui se trouve en Vendée. Et c'est un parc sur lequel a été mis en place une stratégie de bridage pour limiter les impacts sur les chiroptères. Donc, on va pouvoir parler maintenant et lancer cette table ronde. Cette table ronde sur la réduction des impacts sur les chiroptères, en partant de ce parc-là spécifique qui se trouve en Vendée et exploité par la société WPD. On va pouvoir discuter autour de cette question-là. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Pour revenir avec nous et on va pouvoir mettre nos caméras et puis démarrer cette table ronde dans laquelle je vous prie d'accueillir donc Véronique Debilly qui qui est coordinatrice des thématiques énergie renouvelable et biodiversité à l'Office français de la biodiversité. On a également Camille Leroux qui travaille aujourd'hui dans un bureau d'études qui s'appelle Odyssée et qui a aussi beaucoup travaillé dans le monde de la recherche, qui travaille encore beaucoup avec en lien avec la recherche et qui est notamment responsable de cette thèse très intéressante sur le balisage circonstancié. On a également Brice Normand, président directeur général de la société Ouest Aménagement, donc bureau d'études également, et puis Guillaume Wendling qui travaille chez WPD et en particulier sur les sujets liés à l'environnement. Sans plus attendre, on va pouvoir laisser la parole à Guillaume, qui va nous présenter rapidement, en quelques minutes, le contexte du parc éolien dont on va parler et à partir duquel on pourra discuter sur cette thématique. Et d'ailleurs, je viens de récupérer ma caméra, donc c'est une très bonne nouvelle, et vous allez pouvoir voir ma tête. À toi, Guillaume. Merci Paul, merci à tous d'être à cette table ronde. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir parler de notre métier et de notre passion pour la biodiversité aussi, puisque si on travaille dans l'éolien, c'est souvent aussi qu'on a cette fibre d'écologue.
Et surtout, c'est bien d'en parler parce que c'est bien d'avoir un langage commun. Souvent, on peut parler de choses et sentir qu'on n'a pas tout à fait la même appréhension, le même regard sur ce prisme complexe qu'est un projet éolien. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir effectivement contribuer à la brochure de l'UICN avec ce retour d'expérience d'un parc qui a été développé. Donc, il n'est pas encore en exploitation. Donc, on aura encore des choses à fournir, de la donnée à fournir, peut-être au monde de la recherche sur ce parc-là. Mais le retour d'expérience qu'on voulait faire, c'était effectivement de montrer comment est-ce qu'on développe un parc dans l'ouest de la France en fonction des enjeux et notamment des enjeux sur le réseau bocager qu'il peut y avoir et donc avec une richesse chiroptérologique aussi assez importante. Donc, nous, ce qui nous semble important quand on travaille comme ça sur un projet, c'est de pouvoir réfléchir à différentes échelles. Et je pense que la brochure de l'UICN aussi peut apporter ce regard aussi sur les enjeux un peu plus globaux, puisque dans mon engagement en faveur de la transition énergétique et écologique, je pense qu'on travaille tous dans le même sens, c'est-à-dire dans la protection du climat et de la biodiversité, et que chacun y contribue. Donc, on a tout intérêt finalement à pouvoir trouver des méthodologies et des façons de travailler ensemble. Pour vous dire quelques mots sur le projet en lui-même, c'est un petit projet de 4 éoliennes qui se situe donc en Vendée, dans le nord de la Vendée, à un endroit où on est plutôt en grande culture, mais où il y a encore un réseau de bocage résiduel qui est encore assez fourni, avec à la fois des haies qui sont en bon état, des haies plutôt arborées, et puis des haies qui sont beaucoup plus récentes. Donc pour nous, c'était important dans notre démarche de projet. On parlait de la réduction géographique, de l'évitement et de la réduction géographique, de choisir l'emplacement des éoliennes au regard finalement de ces enjeux. Donc là, on va peut-être focaliser uniquement sur les chauves-souris. On aura beaucoup d'autres choses à dire sur les périodes de chantier, sur les zones humides, sur pas mal de choses qu'on a pris en compte dans ce projet, mais ce serait vraiment trop long. Et donc sur les chauves-souris, nous, ce qu'on a mis en place comme méthodologie pour pouvoir appréhender ces enjeux-là et ne pas rester dans des préjugés ou des dogmes qui seraient a priori, donc de vraiment faire une étude spécifique au site, c'est tout d'abord qu'on a mis un mât de mesure de grande hauteur qui nous sert à mesurer le vent, mais sur lequel on va équiper aussi d'enregistreurs pour capter les chauves-souris en continu et donc d'avoir un vrai set de données qui est exploitable pour pouvoir ensuite dimensionner les mesures de réduction. Ce qu'on a fait aussi par rapport à l'enjeu des haies, c'est qu'on a mis en place des protocoles de dispersion. Donc là, il s'agit de mettre en place des enregistreurs Kiro, mais au niveau du sol, à différentes distances des haies, pour pouvoir évaluer finement le gradient d'activité autour de ces haies, selon différents paramètres météorologiques, etc. Donc là aussi, ça nous donne beaucoup d'informations, puisque voilà, on va enregistrer pendant plusieurs nuits d'affilée sur ces haies et sur l'ensemble des haies du site qui sont concernées. Ensuite, sur le projet, nous, ce à quoi on est arrivé, donc c'est un projet donc, je disais, de 4 machines avec des éoliennes récentes de type V136, donc c'est des éoliennes de 180 mètres en bout de pale, 136 mètres de diamètre. Et ce qui nous a semblé important, c'était de garder des gardes au sol supérieurs à 30 mètres, voire même plus, de manière en fait à s'éloigner au maximum de ces enjeux de haies. Quand on se met à proximité d'une haie basse, finalement, on s'aperçoit que l'activité est assez limitée autour de cette haie. Donc, si on monte en altitude et qu'on évite la zone à risque pour les chauves-souris, c'est une mesure de réduction qui est intéressante. Il faut aussi savoir que quand on réfléchit sur un projet éolien, il faut le réfléchir de manière multicritère. Donc nous, quand on est développeur, on a des experts en interne qui sont spécialisés en écologie, c'est des généralistes, hein, et on travaille avec des bureaux d'études et différents spécialistes, mais on a tout un tas d'expertises à mobiliser, que ce soit l'écologie, le paysage, les aspects techniques, acoustiques, les aspects fonciers aussi, puisqu'on se doit de développer un parc éolien qui a une bonne acceptabilité sur le terrain. Ici, sur le parc des 80, on est sur une zone d'accélération. Donc déjà, au niveau de l'acceptabilité locale, on s'était assuré d'avoir l'accord des élus et l'accord de l'ensemble des propriétaires exploitants du site, ce qui permet ensuite de développer des méthodologies et des mesures qui sont acceptées par tous. Et puis, en termes de méthodologie aussi, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment une analyse écologique des haies
Donc, pour pouvoir avoir une vision très précise de la qualité écologique de chacune des haies et donc des enjeux qui y sont liés, de manière à positionner les éoliennes là où il y avait les zones de moindre enjeu. Pour moi, c'est important aussi de préciser que peut-être que je vais enchaîner, Paul, sur l'aspect collaboration et pour pouvoir donner la parole à Brice, Camille ou Véronique derrière. Mais c'est que pour nous, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir intégrer en amont toutes les dernières recherches scientifiques. On a cette approche chez WPD qui est quand même d'avoir un travail avec une rigueur scientifique importante quand on produit une étude d'impact. Donc de choisir des partenaires bureaux d'études qui sont dans cette même logique et de ne pas s'arrêter à certains principes de précaution qui peuvent être pas du tout appropriés au site sur lequel on va se trouver, mais au contraire de produire de la donnée pour pouvoir ensuite avoir une analyse qui est propre au site. Donc ça nous paraissait important de le faire et puis d'intégrer effectivement les dernières recherches, les thèses, celle de Camille par exemple, qui nous donnent des indications sur les meilleures techniques disponibles et puis les points d'attention par rapport aux enjeux. Bien entendu, comme je le disais, quand on travaille avec des bureaux d'études, on se doit de les informer des autres contraintes qu'on rencontre sur le site, parce que on pourrait se dire en lisant une étude écologique, ah, mais le bureau d'études ou le développeur n'a pas bien fait son travail parce que l'éolienne est trop proche de la haie ou ceci ou cela. Mais si on lit l'intégralité de l'étude, on comprend en fait la logique. Et ce qui est important pour nous, les développeurs, c'est de pouvoir transcrire dans nos études d'impact toute la logique itérative qu'il y a eu pendant l'étude d'impact. Et ça, dans le respect du principe de proportion aussi, puisque on doit faire des choix. Et l'important pour moi, c'est que les choix soient bien compris. Je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir une étude d'impact parfaite, mais par contre, on se doit d'être exemplaire, c'est-à-dire d'expliquer tous les choix qu'on va faire. Et parfois, effectivement, on va faire un choix plus en faveur du paysage ou plus en faveur de l'écologie. Et ça, il faut que ce soit bien compris de tout le monde pour que ensuite le projet dans son ensemble soit le meilleur projet qu'on puisse faire. Et puis, un dernier petit point sur cette démarche de projet, et celle qu'on a eue sur le Parc des 80 en particulier, c'est qu'on a une démarche, je pense, avec nos bureaux d'études, une démarche d'écologue et pas une démarche de juriste. Alors, il y a peut-être des juristes dans l'Assemblée, vous m'excuserez, j'adore le droit aussi, mais voilà, de ne pas forcément aller vers de ne pas avoir peur des jurisprudences, par exemple. Les jurisprudences ne sont pas une base scientifique, c'est un cadre qui nous permet d'expliquer notre projet de la meilleure des manières. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une démarche d'écologue, de pouvoir travailler scientifiquement avec nos partenaires bureaux d'études et éventuellement les partenaires de la recherche pour montrer que ce projet-là, dans ce site-là, est le plus adapté. Merci beaucoup Guillaume. Brice, j'aimerais te poser une question parce que donc on parle effectivement des connaissances scientifiques. Guillaume évoquait effectivement les travaux de recherche sur lesquels on peut se baser pour travailler sur des parcs éoliens. Toi, en tant que représentant de bureau d'études, en fait, est-ce que tu pourrais donc rappeler déjà super rapidement hein, dans le développement d'un projet à quel moment tu vas intervenir auprès du porteur de projet et en fait, comment on traduit, rapidement aussi si possible, mais comment on traduit les données scientifiques issues de la recherche en prescription opérationnelle pour un projet spécifique? Alors nous, on intervient en amont des projets, euh, pas suffisamment souvent d'ailleurs, mais c'est un peu la phase clé, c'est-à-dire quand on a plusieurs sites potentiels d'études, on peut faire ce qu'on appelle des pré-diagnostics, c'est-à-dire des diagnostics assez rapides, généralement sur les habitats, où on va évaluer les niveaux d'enjeux. Et c'est à ce moment-là qu'on a un rôle clé. Et ce n'est pas ce qui est fait systématiquement, donc ça, c'est un appel que je fais aujourd'hui pour les développeurs qui sont présents, c'est de nous faire intervenir vraiment le plus tôt possible pour pouvoir comparer, si possible, des sites. Et on sait que c'est difficile et très contraint dans certaines régions. On a très peu de surface disponible et c'est d'autant plus important de pouvoir comparer ces sites. Ensuite, comme je le disais, on intervient dans la phase de pré-diagnostic. On va pouvoir réduire un peu les dimensions de l'aire d'étude pour exclure les zones vraiment à enjeu.
Et ensuite, bien sûr, tout au long du diagnostic, le bureau d'études, les écologues, le chef de projet va intervenir au moins une fois par saison pour donner les clés un peu aux développeurs et les enjeux principaux, ce qui va lui permettre, lui, soit de poursuivre son projet avec le cœur plus ou moins léger, soit d'arrêter un projet. Et on a effectivement de nombreux projets qui s'arrêtent à la fin du diagnostic ou en cours de diagnostic parce qu'on se rend compte que les enjeux sont trop importants. Donc, voilà. Pour moi, vraiment, il y a plusieurs moments où le rôle de l'écologue du bureau d'études est vraiment primordial. C'est surtout en amont, dans la phase de prédiag, et ensuite dans les étapes clés du diagnostic. Ensuite, pour la traduction des faits scientifiques, c'est pas du tout évident. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui est publié, avéré, qu'on arrive à le traduire facilement dans une étude d'impact. D'abord, les réponses des scientifiques, elles ne sont pas binaires. C'est pas oui, non, c'est pas impact ou non impact, c'est toujours des gradients multifactoriels qu'il faut réintégrer par la suite. Généralement, pas systématiquement, mais généralement, les scientifiques travaillent sur un sujet très précis, l'activité des chauves-souris, la mortalité des chauves-souris, les distances olivières, ce genre de choses, et plus rarement sur des approches multifactorielles. Donc, en tant que bureau d'études, nous, il faut qu'on recompose ensuite en fonction de l'ensemble des résultats qui sont publiés, les plus récents, parce que, évidemment, le matériel évolue vite, les connaissances évoluent vite, et il faut se mettre à la page régulièrement. Donc il y a vraiment plusieurs difficultés. D'abord, voilà, avoir un pôle R&D, faire une veille scientifique régulière, et puis digérer un petit peu l'ensemble de ces publications pour les traduire en faits, on va dire, opérationnels à travers nos études d'impact. Voilà. Ok, merci beaucoup Brice pour ton éclairage. Et du coup, je m'adresse à Camille, toi qui es du coup quand même bien proche du côté recherche et qui en fait encore partie, je pense on peut le dire. Comment est-ce que tu perçois la place de la recherche dans les projets éoliens? Est-ce que justement, comme on le dit, c'est en amont pour fournir de la donnée, de la connaissance et donc permettre d'orienter les choix ou plutôt en appui tout au long des projets ou peut-être les deux comment tu vois la place de la recherche dans un projet éolien concret? Moi, je dirais un peu des 2, mais surtout en amont. En amont pour aider un peu à la planification, que ça soit un peu large échelle ou plus local, parce que, une fois que le projet est implanté, que les éoliennes sont localisées, c'est beaucoup plus difficile en fait d'intervenir sur de la réduction d'impact. En amont, on peut aider sur la localisation, enfin, il y a assez de connaissances scientifiques, hein, maintenant pour accompagner sur la localisation des éoliennes par rapport aux habitats qui vont être exposés à l'effet de sillage. On peut aussi encore jouer sur les dimensions des éoliennes, ce qui est plus difficile a posteriori, en repowering. Euh, et après, ben, c'est aussi plus facile d'implanter on va dire, des solutions un petit peu intelligentes sur les éoliennes si elles sont pensées en amont du projet. Et je pense notamment au balisage circonstancié. Voilà, c'est plus difficile de repenser des machines si on n'avait pas envisagé ces solutions dès le départ. Après, je pense que la recherche peut aussi intervenir au cours du projet, comme tu le disais, que ce soit pour potentiellement aider à améliorer des protocoles de suivi des impacts et du coup mieux évaluer ces impacts et de ce fait mieux ajuster les mesures de réduction derrière. Il y a des programmes de recherche et développement, notamment côté Westam et côté Cesco sur comment mieux évaluer la mortalité, sur le développement d'algorithmes de bridage qui sont basés sur des centaines de parcs. Donc voilà, au final, je dirais à peu près au niveau de toutes les étapes, mais principalement en amont. Ah, on t'entend plus, Paul. T'as ton micro Oui, coupé. pardon, j'avais mon micro. Merci. Ok, merci pour ton retour, Camille. Et Véronique, avec une vision du coup donc observatoire où finalement tu regardes un petit peu ce monde-là et tu es capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs de cette filière et tous les points de vue. On parle effectivement donc
des intérêts, des enjeux du développeur, de la vision du bureau d'études, du travail de la recherche. Effectivement, on constate aujourd'hui en partie, enfin de plus en plus, et je pense très très fort aujourd'hui à quel point c'est important que justement tous ces mondes-là soient capables de se parler, de partager un langage commun et puis surtout de collaborer ensemble pour aller finalement dans un travail le plus constructif possible. Pour toi, quels sont les leviers qui pourraient permettre, qui peuvent permettre d'encourager cette coopération entre développeurs, bureaux d'études, monde de la recherche? Oui, bonjour Paul. Bah, écoute, des leviers, il en existe plusieurs, et que ce soit déjà pour développer des programmes de recherche communs sur des problématiques qui préoccupent à la fois les développeurs et les écologues. Donc, il en existe beaucoup et du coup, il y a en termes de levier, il y a même des programmes de recherche qui peuvent être cofinancés hein, par des laboratoires publics et des entreprises privées. Donc, développer la recherche, enfin, plus elle sera co-développée ensemble, plus elle est susceptible aussi d'aboutir à des résultats qui sont directement opérationnels pour les développeurs ou les bureaux d'études. Donc, un de ces leviers, hein, c'est vraiment de créer du lien et de développer de la connaissance partagée ensemble sur que ce soit une bonne caractérisation des impacts, une bonne connaissance hein, de tous les enjeux. On n'en a pas parlé, mais il y a bien sûr les enjeux de préservation des chiroptères hein, aussi. Et donc, de partager ces connaissances, de développer des programmes de recherche communs, c'est un des premiers leviers. Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres et pas tous les citer, mais globalement, de ce qu'on perçoit nous, c'est de créer des lieux d'échange fréquents, dans lesquels les gens se parlent, s'écoutent, essayent de se comprendre, ce qui n'est pas toujours facile en fait, hein. Mais plus on démultipliera ces moments d'échange, que ce soit via des groupes de travail, des workshops, même des formations, puisque par exemple, on a la joie dans la formation éolien et chauve-souris d'accueillir à la fois Brice, Camille, Christian Kerberiou, donc des personnes qui ont des métiers assez différents entre eux et qui malgré tout sont réunis pour transférer leurs connaissances et leurs pratiques aussi. Voilà. Donc plus on aura ces lieux d'échange et de partage autour d'expériences, etc., plus on arrivera à mieux comprendre ensemble les enjeux de chacun, les contraintes et à développer des solutions de conciliation. Donc c'est un peu le propre en fait de l'Observatoire finalement, mais pas que, hein, il existe d'autres structures, on n'est pas les seuls. À l'UICN, vous y travaillez beaucoup aussi. Mais c'est une des lettres de commande de notre observatoire, hein, à la fois de créer des bilans de connaissances, enfin de développer des bilans de connaissances, mais aussi d'assurer son transfert. Et un transfert qui permet d'éclairer les débats publics, donc qui permet à tous de bien comprendre les enjeux et de savoir comment concilier biodiversité et développement des énergies renouvelables ensemble. Merci beaucoup. Et effectivement, pour concilier biodiversité et développement des énergies renouvelables, comme on le disait tout à l'heure, il y a cette séquence éviter, réduire, compenser. On parle aujourd'hui des mesures de réduction. Et si on peut rentrer un petit peu plus précisément dans ce sujet des mesures de réduction, le grand sujet, il me semble, c'est celui de l'efficacité. Comment on met en place des mesures qui fonctionnent, qui permettent effectivement et efficacement d'atténuer les impacts sur, en l'occurrence, les chauves-souris sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Camille, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment, de ton point de vue, on qualifie l'efficacité des mesures de réduction d'un point de vue recherche? Quels sont les critères à prendre en compte? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout simplement, efficacité d'une mesure de réduction? Alors, c'est une question large. Je dirais, bon, il y a déjà plus que qualifier, on a tendance à quantifier. Brice le disait tout à l'heure, hein, en recherche, on est rarement sur des réponses binaires, telle mesure est efficace ou pas efficace. On est plutôt sur des gradients, des quantifications, des réponses contexte dépendantes. Là, il y a par exemple une revue il y a quelques temps sur l'efficacité du bridage avec des chiffres, hein. On ne dit pas la mesure est efficace ou pas efficace, on dit en moyenne, on réduit de 62% la mortalité pour un seuil de 5 mètres par seconde, donc à adapter.
En recherche, pour évaluer l'efficacité de mesures de réduction, il y a un protocole qu'on peut, tu me diras si c'est bien le sens de ta question, mais qu'on peut assez facilement appliquer, c'est le protocole BASI, Before After Control Impact, qui permet d'évaluer en fait une situation avant, dans ce cas-là, mise en place de la mesure de réduction et après, tout en évaluant une autre situation où on n'aurait pas mis en place de la mesure de réduction, donc on appelle situation témoin, et qui nous permet voilà, d'en déduire des conclusions en ayant la garantie qu'elles sont bien liées à cette mesure de réduction et pas à d'autres facteurs externes. Donc ça nous permet de voir concrètement si, après la mise en place de cette mesure, on a bien une baisse de la mortalité, une baisse du dérangement et de quantifier en fait cette réduction. Ok. Ok, donc effectivement, tout est une question à un moment de seuil. C'est quel pourcentage de réduction des mortalités, par exemple, ou de couverture de l'activité on souhaite obtenir. Et là, donc, on est dans le point de vue du réglementaire. Donc, et du point de vue justement plutôt de l'administration. Alors bon, Véronique, t'es pas vraiment dans une réal ou bien sûr, mais administrativement ou en tout cas réglementairement, comment est-ce qu'on appréhende cette question de l'efficacité? On regarde par rapport aux enjeux des populations de chiroptères, mais au niveau de ce que tu vois, de ce que tu sais de l'instruction des projets, du suivi des projets, comment tu vois en fait cette question de l'efficacité? Alors, en fait, on a plusieurs niveaux d'analyse et globalement, d'un point de vue, pour le coup, purement régalien, c'est-à-dire dans le cadre de l'instruction d'un projet ou de son suivi en phase d'exploitation, voire de son contrôle, à l'efficacité, on associe normalement, hein, une obligation de résultat. Donc, il s'agit bien de veiller à s'assurer que la mesure de réduction mise en place, elle répond aux attendus, aux objectifs qui ont été fixés, avec un certain nombre de données. Et comme l'a expliqué Camille, ça peut être avec des protocoles assez élaborés ou des protocoles plus simples. Tout dépend en fait du dispositif ou de la mesure dont on veut vérifier l'efficacité. Donc pour ça, il y a des protocoles, par exemple sur les stations d'épuration, vous avez des protocoles standards, hein, de suivi de la qualité des eaux en rejet des stations d'épuration. Vous avez, des protocoles pour les passes à poissons et cetera, et il y a aussi des protocoles pour les parcs éoliens pour, évaluer l'efficacité des mesures de réduction, notamment en termes d'atténuation du risque de mortalité, des chauves-souris. Donc là, il y a un protocole standard qui vise à vérifier l'efficacité des mesures et notamment des mesures de bridage qui ont été mises en place. À en fonction des résultats obtenus, on pourra avoir un ajustement de la mesure. On en parlera peut-être tout à l'heure, Paul. Mais en tout cas, les suivis qui visent à veiller à l'efficacité des mesures de réduction ont pour objectif, permettent normalement d'ajuster ou pas, le cas échéant, selon les résultats obtenus. Donc si une mesure est efficace, elle ne changera pas bien sûr, mais si il apparaît qu'elle manque d'efficacité, on la changera. Et un point important aussi, c'est que du coup lorsqu'on est vraiment dans des suivis via des suivis de mortalité, quelque part c'est un peu gênant parce que c'est non pas un constat d'échec, mais on est quand même sur des mortalités, d'espèces protégées à très fort enjeu de conservation, hein. Beaucoup d'espèces de chauves-souris sont en situation, en état de conservation vulnérable, c'est-à-dire qu'elles sont menacées d'extinction. Donc savoir que le seul protocole pour veiller à l'efficacité d'une mesure, c'est de regarder combien sont mortes, c'est un petit peu gênant. Et donc avant cette étape, on peut travailler aussi sur la performance des mesures avant même leur mise en place. Alors c'est un petit peu compliqué là pour ce qui est du bridage, mais il y a d'autres mesures de réduction qu'on peut mettre en place sur l'éolien, pour lesquelles on va d'abord vérifier la performance des dispositifs avant même de vérifier leur efficacité sur site. Donc voilà, il peut y avoir des étapes en amont, qui vont définir ce qu'expliquait Camille, hein, c'est-à-dire la prise de risque en fait, qu'on va prendre à installer tel ou tel dispositif ou à envisager tel paramétrage, d'un bridage par exemple, en évaluant en amont, et de manière globale quelle peut être la performance de telle ou telle mesure.
Donc, à ces performances, on peut avoir des seuils de performance et puis, bien sûr, la marge d'erreur autour de ce seuil. Donc, c'est très important plus on pourra acquérir, pardon, de la connaissance sur la performance des mesures de réduction, plus on sera susceptible, il y a même de mettre en place des mesures dont on connaît déjà à l'avance un peu l'efficacité. On sera moins obligé de vérifier l'efficacité en faisant des suivis mortalité. Oui, bien sûr. Voilà, j'espère que c'était clair, c'est un peu compliqué. Non, c'est complexe, mais pas, mais très clair. Mais effectivement, dans la connaissance qu'on a de l'effet, de l'efficacité de différentes mesures, il me semble quand même que c'est souvent dans le cadre d'études scientifiques assez ciblées, donc dont le résultat dépend quand même pas mal du contexte. Effectivement, on observe que on arrive à peut-être limiter de X% les mortalités de telle espèce, mais dans un contexte donné, un contexte géographique, une période de l'année, etc. Brice, en tant que bureau d'études, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces connaissances-là, qui sont souvent des résultats un peu partiels, dépendant d'un contexte, dans les études d'impact? Comment on introduit ces notions d'efficacité dans les études d'impact? Moi, je pense que ce soit en phase de développement, donc pendant l'étude d'impact, ou en phase d'exploitation, donc pendant le suivi environnemental dont parlait Véronique tout à l'heure, on a l'obligation désormais de travailler à 2 échelles. C'est-à-dire, on doit travailler à l'échelle du projet et à l'échelle des connaissances dans un rayon donné, dans une région donnée ou au niveau national. C'est-à-dire que mesurer l'efficacité, ça ne se fait pas qu'à l'échelle d'un projet. Que ce soit pour l'analyse des enjeux en phase de développement, l'analyse des impacts, ou l'analyse de la mortalité résiduelle estimée, ou du niveau d'activité qui est enregistré, il faut pouvoir la qualifier à l'échelle du projet et la qualifier à l'échelle d'un référentiel donné. Et donc, plusieurs structures, bureaux d'études, ont travaillé sur des référentiels d'activité, des référentiels de mortalité, et on est en train d'écrire un article d'ailleurs sur la manière de créer un référentiel. Donc, si on ne travaille pas à ces 2 échelles simultanément, on ne peut pas mesurer l'efficacité. C'est-à-dire qu'on suit un parc 10 ans, on a la vie sur un parc pendant 10 ans, et on s'extrait du contexte. Donc, pour pouvoir travailler sur l'efficacité, il y a 2 possibilités. Soit on récupère les suivis environnementaux existants pour se faire un avis déjà des niveaux d'enjeux, d'impact réel, des mesures qui ont été proposées, d'évaluer celles qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné, mais c'est pas évident, et ça doit pourtant être fait. Soit on intègre les résultats des recherches qui sont en cours, et en ce moment, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours sur ces sujets-là, donc ça va être de plus en plus difficile de les intégrer au fur et à mesure, mais ce sera peut-être le travail à faire avec Véronique pour compiler en fait l'ensemble de ces informations-là et puis former les développeurs, exploitants, bureaux d'études, associations, etc. derrière. Mais on va avoir besoin, oui, d'expliquer les résultats qui arrivent. Là, on travaille par exemple sur l'efficacité des bridages. On démontre avec l'approche BASI dont parlait Camille Leroux tout à l'heure que les bridages fonctionnent. Et pourtant, le lien entre activité et mortalité n'est pas encore fait. Et pourtant, les bridages qui sont mis en place dysfonctionnent. Il y a des arrêts de bridage, il y a des erreurs de paramétrage. Tout n'est pas vérifié en temps réel. Ça, c'est un autre problème. Et malgré ça, les bridages fonctionnent. Si on veut en fait aller plus loin dans ce qui concerne l'efficacité, là on parle d'efficacité pour la conservation des chauves-souris, mais dans le même temps, je pense que pour les développeurs, c'est l'efficacité en production d'électricité aussi, quoi. Donc plus on arrivera à faire des bridages précis, ciblés sur l'ensemble des espèces que l'on étudie, plus on arrivera aussi à produire de l'électricité en limitant l'impact au maximum. Donc c'est un peu l'objet du programme de recherche que l'on mène. Et juste pour pas être trop long, je pense qu'il faut aussi savoir qu'en tant que bureau d'études, on a l'obligation d'être conclusif, et puis on doit assumer nos conclusions, que ce soit dans le cadre d'une étude d'impact ou d'un suivi environnemental, on doit dire l'impact résiduel est nul, faible, modéré, fort, etc. Et donc ça nécessite ou non une dérogation. Et dans le cadre d'un suivi, on doit dire c'est significatif ou non. Donc tout à l'heure, je disais, en science, les choses ne sont pas binaires. Dans l'étude d'impact et dans le suivi environnemental, elles le sont. Donc il faut arriver à traduire ça.
Donc pour traduire ça, il faut trouver un ensemble d'arguments en fait, qui permettent de conclure. On ne peut pas juste prendre en compte la mortalité, on ne peut pas juste prendre en compte l'activité, il faut intégrer tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, donc l'activité, la mortalité, les niveaux d'enjeu, les niveaux d'impact résiduel connus, l'analyse des suivis environnementaux qui sont connus dans un rayon donné, l'intégration des référentiels. Ça nous permettra d'être conclusif. Malgré ça, une fois que tu as une conclusion qui semble correcte, tu as toujours un niveau d'incertitude, puisque tout est basé en science sur l'incertitude. Qu'on fasse des médianes de mortalité, on a des incertitudes, on a des intervalles. Sur les activités, il y a des incertitudes sur les déterminations. Sur les mesures qu'on met en place, il y a des incertitudes sur l'opérationnalité de la chose. Donc on doit travailler systématiquement avec l'incertitude, alors que la réglementation nous demande de protéger les espèces, et simplement protéger les espèces. Donc voilà, alors moi, juste en conclusion, je dirais qu'on n'est pas magicien. Là, on parle de choses extrêmement complexes. Hein, l'étude des chauves-souris, les suivis environnementaux, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on doit adapter, en tant que bureau d'études, nos connaissances au fur et à mesure, nos méthodes au fur et à mesure, et nos préconisations au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une étude d'impact ou un suivi environnemental qui a 3 ans ou 5 ans, bien sûr, il faut aller chercher la donnée brute, la donnée un peu traitée, mais bien sûr, il ne faut pas la prendre comme telle aussi, puisque les choses vont très très vite dans notre domaine. Donc si on veut parler d'efficacité, juste pour résumer, il faut travailler toujours à plusieurs échelles, projet et, on va dire, référentiel. Il faut être conclusif, donc intégrer l'ensemble des paramètres dont j'ai parlé là, et ne jamais oublier le niveau d'incertitude, ce qui permet aussi d'élargir généralement les mesures qui sont proposées. Ok. Et pour terminer sur ce sujet de l'efficacité, alors on a déjà quelques petites minutes de retard, mais en même temps c'est tellement intéressant, on a forcément des choses à dire, mais est-ce que Guillaume, assez rapidement, tu pourrais nous parler de ce sujet de l'efficacité du point de vue du porteur de projet? Parce qu'effectivement, Brice l'évoquait tout à l'heure, il y a l'impératif de protection des espèces. Comme disait Véronique, effectivement, les chauves-souris, il y a un enjeu très particulier de protection des espèces. Mais en même temps, il faut bien qu'on produise de l'électricité, j'imagine, quand on est porteur de projet éolien. Donc, comment se fait l'arbitrage, en fait? Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Brice sur l'incertitude, hein. On travaille sur du vivant et l'incertitude fait partie de l'équation. Et je pense qu'il ne faut pas confondre incertain avec inefficace. C'est pas parce qu'il y a de l'incertitude que c'est inefficace. Et ça, c'est souvent une erreur qui est faite. Alors, je disais en introduction qu'il ne faut pas avoir un raisonnement de juriste, mais d'écologue. C'est un peu ce que tu disais, Brice, aussi, sur la réglementation qui nous donne un cadre. Et en fait, on est toujours un petit peu gêné pour rentrer dans ce cadre-là et être conclusif dès lors qu'on ne veut pas regarder l'incertitude. Ça, je pense que c'est important. Dans d'autres thématique de l'étude d'impact, je pense à l'acoustique, je pense à l'étude de danger, à des choses comme ça, on prend en compte l'incertitude. Il y a eu des choix qui sont faits, etc., pour dire que l'incertitude fait partie de la mesure et que du coup, si on est dans le bon référentiel, effectivement, on peut être conclusif tout en acceptant cette incertitude. Je pense qu'on pourrait s'inspirer peut-être en écologie aussi de ce qui se fait ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est effectivement important. Et puis, de garder en tête ce principe de proportionnalité qui est le chapeau du Code de l'environnement, hein. Donc, nous, quand on fait une mesure, effectivement, il faut qu'elle soit aussi proportionnée aux enjeux. Et donc, viser le risque zéro va nous faire sortir complètement de ce principe de proportion. Notamment le fait de protéger à l'échelle de l'individu et non pas de la population. Ça, c'est un vrai débat dans le cadre des dérogations espèces protégées notamment, qui crée, je pense, une incompréhension entre les acteurs, alors qu'on a tous les éléments sur la table d'un point de vue scientifique pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc nous, en fait, effectivement, on a aussi cet enjeu de production, tu le disais, Paul, et si je reprends l'exemple du parc des 80 dont j'ai parlé en intro, lors de l'instruction du projet, donc entre 2023 et fin 2024, on nous a demandé d'aller vers un niveau de couverture de l'activité, en tout cas pour la période automnale, là où il y avait des migrations d'espèces comme les noctules, par exemple, qui allaient jusqu'à 90% de couverture de l'activité. Mais j'aimerais faire un petit point pour dire justement au niveau du langage, quand on nous dit de couvrir l'activité, qu'est-ce que ça veut dire?
Couvrir l'activité, ça veut dire de mettre en place un bridage Je sais pas, statique tu pars, je crois avec que des seuils ça va t'éclaircir qui... l'esprit. je crois qu'il y a d'autres personnes qui parlent. Ouais. En tout cas, le bridage statique avec des seuils qui va couvrir toute l'activité qu'on a enregistrée sur notre mât de mesure. Or, le mât de mesure, on le sait, ce n'est pas une éolienne, donc le comportement des chauves-souris est différent au droit d'un mât de mesure et d'une éolienne. Il est représentatif d'une année de mesure et pas forcément du référentiel sur plusieurs années qui a pu être construit. Il est aussi à un endroit donné du site, donc il ne représente pas toutes les éoliennes. Donc il y a pas mal de biais d'incertitudes à prendre en compte. Et si on voulait couvrir chaque contact en disant qu'un contact enregistré est une mortalité potentielle, je pense que là, on fait un contresens scientifique et que donc le pourcentage qu'on devrait viser, c'est un pourcentage de réduction du risque de collision ou un pourcentage de protection des populations de chauves-souris qui fréquentent le site et non pas un pourcentage de couverture de l'activité. Et là, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à régler aussi avec les services instructeurs pour se mettre d'accord sur quel est l'objectif qu'on veut atteindre, parce que la conséquence de ça, c'est qu'on a des bridages à des seuils assez élevés de vitesse de vent. En automne, là, sur le parc, on va quasiment jusqu'à 9 mètres par seconde. 9 mètres par seconde, ça veut dire qu'en termes de perte de production, on va atteindre 7-8% de perte de production sur l'ensemble du parc. 7-8% de perte de production sur 20 ans, ça fait 7 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, il ne faut pas raisonner juste en euros, ce serait mensonger que de mettre ce chiffre sur la table et de dire voilà ce que les chauves-souris nous font perdre. Évidemment, ce n'est pas le débat, mais la question peut se poser de la proportionnalité entre l'obligation d'atteindre des objectifs de production d'énergie renouvelable qui sont au niveau européen, et puis l'impératif pour tout le monde de protéger les populations de chauves-souris qui, comme le rappelait Véronique Dubuis, sont effectivement en danger. Et de trouver aussi peut-être qu'est-ce qu'on peut faire avec une mesure de réduction bien ciblée, avec des nouvelles technologies qui permettraient de viser vraiment les périodes d'activité les plus à risque, et puis peut-être de mettre en place des mesures de plus-value écologique pour contrebalancer les autres sources de danger pour les chauves-souris, diminution des ressources trophiques, diminution de leurs habitats par la rénovation des bâtiments ou par d'autres choses. Et je pense que l'avantage de l'éolien, c'est que justement, on a un raisonnement économique, mais il faut le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire de se dire, ça peut servir aussi à la protection de la biodiversité parce que les projets sont délocalisés, donc sont décentralisés. On a des projets qui peuvent aller sur pas mal de territoires différents et donc être un catalyseur de bonnes pratiques en matière de biodiversité. Donc moi, je vois vraiment comme une chance. Il faut qu'on y travaille dans ce sens-là. Alors qu'aujourd'hui, si on pousse le curseur des bridages vraiment trop loin, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que les parcs ne seront pas finançables. Et donc, il n'y aura pas de parc du tout, il n'y aura pas de retombée du tout sur les territoires. Et c'est une chance qu'on va mettre de côté de pouvoir développer des projets en faveur de la biodiversité en parallèle de ces projets éoliens. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour nous, l'objectif de trouver de l'efficience, mais aussi de la proportionnalité sur ces bridages, on voit aussi des pistes, notamment avec des nouvelles technologies de bridage dynamique, qui s'inspirent un peu de ce qui se fait pour les SDA sur les oiseaux, avec des contraintes techniques qui sont différentes pour les chauves-souris. Mais par exemple, de se dire que si on met un bridage statique au mois d'octobre, on va mettre à 8 mètres par seconde pendant tout le mois d'octobre, en fait, on va s'apercevoir en exploitation que bien que les critères de vent et de température sont respectés, il y a plein de jours où il n'y a pas d'activité. On va l'enregistrer à hauteur de nacelle avec un enregistreur et il n'y aura pas d'activité. Donc ça veut dire que le bridage, il est fait, mais il ne protège pas de chauves-souris vu qu'elles ne sont pas là. Et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un système plus dynamique qui nous permette de produire lorsqu'il n'y a pas de chauves-souris et en même temps d'être vigilant à bien arrêter les machines lorsqu'il y a un risque de collision avéré. Voilà, donc moi je pense que c'est des pistes d'évolution aussi sur le bridage qui permettraient de combiner à la fois l'exigence de production d'électricité et aussi de rentabilité économique des parcs avec les impératifs de protection des chauves-souris. Et ça, c'est des programmes de recherche que nous, on est prêt à pousser parce qu'on a déjà fortement investi aussi dans la recherche. Je pense
la thèse de Camille ou d'autres qu'on a soutenus. Et c'est vrai que parfois, on a regretté que les résultats ne soient pas suffisamment discutés avec les acteurs de la filière, les acteurs économiques aussi de la filière, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre ça plus opérationnel. Et je déplore un petit peu que parfois, on va dire la vision un peu rapide des résultats de la recherche se retourne contre les développeurs éoliens, alors que ce n'était pas le but initial et ce n'était pas le but des chercheurs. Mais finalement, ces résultats sont instrumentalisés parfois contre la filière, alors que on était tous partis avec un bon état d'esprit et avec une grande volonté pour faire progresser tout le monde. Et parfois, c'est un peu décevant et j'ai peur que ça n'incite pas le monde économique à réinvestir davantage, surtout dans cette période où, vous le savez, le monde des énergies renouvelables est plutôt en crise, avec une restriction euh, des objectifs et donc des moyens qui sont alloués aussi à la filière. Donc voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur des nouvelles technologies pour combiner ces exigences de protection des chiraux et de production électrique, de ne pas confondre un niveau de protection qui est ce qu'on veut atteindre avec un taux de couverture d'une activité qui est enregistrée sur une année donnée et donc qui n'est pas forcément représentatif. Moi, je suis tout à fait, comme disait Brice, en faveur de raisonner à différentes échelles, de regarder aussi la théorie du bilan, qu'est-ce qu'apporte l'éolien. Voilà, on est aussi un moyen de lutter contre les effets du changement climatique. C'est aussi une pression sur la biodiversité. Ne l'oublions pas, prenons-le en compte quand on évalue les impacts d'un parc éolien. Bien sûr, c'est difficile à mettre en relation parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais je pense que c'est important de le garder en tête. Et puis, évitons de raisonner uniquement en pourcentage, où on a l'impression de se retrouver au Black Friday, où on a des pourcentages de réduction qui ne veulent pas dire grand-chose, on ne sait pas ce que ça veut dire, faire 90% de protection d'une activité de 4000 individus ou de 40, ce n'est pas du tout la même chose. Vouloir protéger 90% de quelque chose qui est enregistré sur 3 mois ou sur un an, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on veut réellement et de ne pas uniquement raisonner en pourcentage comme des commerciaux, mais de le faire vraiment en scientifique. Intéressant tout ça, mais le temps file comme une grande noctule en migration, donc là il faut absolument que je reprenne la main, mon cher Guillaume. Et j'aimerais bien Tant juste pis. poser une toute petite question collective. Bon, toi, ça va, t'as explosé ton temps de parole, donc je vais laisser répondre à cette question parce que de toute façon, tu en as déjà un petit peu parlé. Je vais demander à Brice, Véronique et Camille de nous dire est-ce que pour vous, il faut aller vers des mesures qui soient plus adaptatives avec des engagements de résultats, de suivi, d'ajustement dans le temps plutôt que des prescriptions fixes dès l'autorisation parce que effectivement, on voit qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Guillaume évoquait des systèmes de détection-réaction, y compris pour les chiroptères. Véronique, tu évoquais justement cette question-là de s'adapter. Est-ce que pour vous, c'est vraiment vers ça qu'on irait pour améliorer l'impact des parcs éoliens? Je ne sais pas si, Brice, tu veux commencer par exemple? Ouais, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on fait un webinaire sur les mesures de réduction. Donc, on peut aller plus en profondeur sur expliquer ce que c'est une mesure de réduction. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas magicien en fait. Donc, on peut calculer des bridages extrêmement précis. On peut faire des bridages hybrides avec des systèmes prédictifs ou dynamiques. On peut développer, comme on va le faire, un programme de recherche sur les algorithmes de bridage et être encore plus performant sur la préservation des chauves-souris et la production d'électricité. Mais quand un parc est localisé au mauvais endroit, que ce soit pour les chauves-souris ou les oiseaux hein, d'ailleurs, on ne peut pas faire de miracle. C'est-à-dire que quand on démontre quelque chose scientifiquement et ensuite qu'on le vérifie techniquement sur le terrain en tant que bureau d'études, il faut accepter en fait des résultats euh, clairs comme de l'eau de roche, quoi. Je parle là de parcs éoliens qui sont en forêt, de parcs éoliens qui sont sur le littoral, de parcs éoliens qui sont en plein milieu de sites Natura 2000 ou de zones humides. Bien sûr, on peut limiter la casse, on peut travailler à ça, on peut travailler à réduire, euh, mais je pense que il faut d'abord quand même réfléchir à l'emplacement et à la pertinence du projet éolien pour produire de l'électricité
tout en préservant la biodiversité. Si tu veux qu'on aille sur le chemin de l'efficacité et de l'adaptabilité des mesures, moi je veux bien, mais on ne peut pas le faire avec des parcs mal placés. On suit à Ouest Aménagement entre 30 et 40 parcs par an. On fait un classement avec des estimations de mortalité de l'ensemble de ces parcs par région ou interrégion. On a des parcs que l'on bride. Je vais parler que des chauves-souris, hein. On a des parcs que l'on bride et ça fonctionne très très bien. On passe de mortalité estimée à 10, 20, 30 individus par an à 0. Alors 0, c'est jamais 0, hein, mais c'est 0 individus trouvés en tout cas sur le terrain avec des estimations qui sont très faibles. Donc ça fonctionne. Et pour d'autres parcs, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un démantèlement, un renouvellement éolien, un renouvellement, parce qu'il y a des éoliennes qui ont 20 ans, 30 ans, qu'on n'arrive plus en fait à maîtriser du point de vue de la régulation, ou des parcs voilà, qui ont été conçus il y a 20 ans, 30 ans sans l'ensemble de ces connaissances qu'on a maintenant, on devrait pouvoir revenir dessus. Voilà. Donc après, en fonction des régions, les préfets, les inspecteurs SCPE, les services de l'ADREAL font ce qu'il faut très localement. Mais des parcs comme cela, il y en a quand même un paquet. Et, ça reste une frange, une marge, hein, un 10% des parcs sur lesquels vraiment on devrait travailler pour réduire drastiquement la mortalité. Après, si on veut parler de l'adaptabilité des mesures, ça, c'est quelque chose qui est écrit dans l'étude d'impact. On conclut aux mesures RCAS, dans le S, c'est suivi. Donc, on a l'obligation de faire des suivis et on a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on doit préserver les espèces de la manière dont ça a été décrit dans l'étude d'impact. Si ça ne fonctionne pas, on a l'obligation d'adapter les mesures. Donc, on renforce le bridage. Au passage, on peut renforcer un bridage. S'il n'est pas vraiment mis en œuvre, on renforce pour rien. Là, c'est un petit message aux exploitants. Vérifiez vos bridages, hein. Faites passer Probat Inspector sur vos données et vérifiez que vos bridages fonctionnent. Vous n'aurez pas à les rehausser si jamais il y a des dysfonctionnements. Voilà, ça va vous faire gagner des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros sans avoir à rehausser les bridages. Et de l'adaptabilité, elle est permanente. C'est-à-dire qu'en fonction des publications qui arrivent, forcément, on aura adapté nos mesures. La technologie, elle va évoluer. Les algorithmes de bridage, ils sont déjà mis en place en Allemagne. Nous, on va très probablement y venir aussi. Donc forcément, et les machines ont du mal à suivre. En fait, là, je pense que les scientifiques français avaient du retard il y a 10 ans, et là, on est très en avance au niveau mondial, je pense. Par contre, les machines ont du retard. C'est-à-dire euh, on arrive à détecter des oiseaux, des chauves-souris. On arrive à envoyer des ordres d'arrêt des éoliennes, mais ça fonctionne mal, en fin de compte. On n'est pas là pour parler des oiseaux, mais les SDA, ça fonctionne mal la plupart du temps. Et c'est pareil pour les systèmes dynamiques pour les chauves-souris. C'est en train de monter. Donc on ne peut pas restreindre ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas des tests sur ces machines-là, si on n'a pas des retours d'expérience, si on ne fait pas des projets de recherche localement ou nationalement sur l'efficacité de ces mesures-là, on ne pourra jamais progresser. Donc il faut continuer à mettre en place ces machines-là, mais on peut pas dire la technologie fait tout, et on a des systèmes qui, sur le papier, permettent de préserver alors soit des pourcentages, comme le disait Guillaume tout à l'heure, et on sait que les pourcentages, c'est pas suffisant, soit d'avoir une évaluation du nombre d'impacts, mais là aussi, c'est pas suffisant. Mais il faut pouvoir contrôler ces machines-là. Donc, en termes d'adaptabilité, si on veut contrôler ça, il faut continuer à faire du suivi d'activité, du suivi de mortalité en parallèle de ces systèmes dynamiques. Voilà. Euh, je ne vais pas plus loin parce qu'il est 15h40 et j'ai un rendez-vous à 16h. Très bien. Donc, de toute façon, on va s'arrêter dans 5 minutes, mais en ayant pris 2 petites questions. Mais donc, de ce que je comprends, pour toi, effectivement, les points prioritaires, c'est d'abord l'emplacement des parcs. Et ça, c'est effectivement, ça rejoint la priorisation des mesures d'évitement. C'est ce qu'on défend évidemment depuis toujours, comité français de l'UICN. C'est bien travailler l'emplacement des parcs. Il y a des bons parcs et des mauvais parcs, hein, si on veut jouer le sketch des inconnus. Mais, et puis derrière, effectivement, se donner la possibilité de l'expérimentation et de toujours avoir plus de connaissances en travaillant avec les nouvelles possibilités techniques, etc. En une phrase, Camille, et puis enfin Véronique, pour vous, qu'est-ce que c'est le principal levier dans les prochaines années pour améliorer la réduction des impacts des parcs éoliens?
sur les chauves-souris. Camille, je t'écoute. En 2 mots, bon, une meilleure intégration en fait, des impacts, qui sont documentés au fur et à mesure, hein, que ce soit dans la science ou ailleurs, dans la conception des parcs, mais aussi dans côté plus industrie et construction des pièces des machines en fait. Parce qu'on s'est rendu compte, notamment lors de la formation organisée par l'OFB, qu'il y avait beaucoup de documentation sur l'impact de la taille des éoliennes. Maintenant, on sait que certaines gardes au sol et certaines tailles de rotor vont augmenter considérablement les impacts. Et pourtant, aujourd'hui, il y a sur le marché très peu, il y a quasiment plus d'éoliennes petites, enfin petites, aussi petites qu'à l'époque à laquelle ces études ont été réalisées. Donc je dirais ouais, une meilleure connexion en fait entre l'industrie, développeurs, bureaux d'études, recherche et essayer un peu de rattraper ce décalage de rythme entre les activités de chacun. Ok. Et Véronique, je te laisse la phrase de la fin si tu le veux bien. Avec le micro ouvert, ce sera encore mieux, je crois. Oui, pardon. Eh bien, ça fait Je des t'en prie. secondes en moins, désolée. S'il faut résumer en une phrase, je pense que la prochaine fois, propose-nous un webinaire sur l'évitement. Et puis, avant de parler de la réduction, parce qu'il n'y a rien de plus efficace. Voilà. Il y a beaucoup de données, en fait, qu'on a développées avec le muséum qui visent à mieux identifier les sites, enfin les zones à risque et puis les zones de moindre vulnérabilité, hein, que ce soit pour les oiseaux et les chauves-souris. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de faire connaître ces données qui sont insuffisamment certainement déployées ou en tout cas mises à disposition et donc insuffisamment utilisées à ce stade. Donc on va y travailler, nous, dans le cadre de l'observatoire, mais voilà, il y a de plus en plus de données qui permettent de mieux identifier les sites de moindre impact sur lesquels implanter les parcs et au sein de ces parcs, les machines, comment bien les implanter. Et donc un webinaire sur l'évitement serait apprécié. J'ai vu qu'il y avait une question sur le pourcentage de parcs qui étaient bridés en France. On est autour de, j'espère ne pas dire de bêtises, mais les derniers chiffres sont autour de 44%, 50%. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ça évolue bien sûr parce que dans ce pourcentage, il y a des anciens parcs de 15-20 ans qui, bien sûr, n'avaient pas la connaissance de maintenant et donc n'étaient pas bridés. Et puis les nouveaux parcs pour lesquels il y a un bridage quasi systématique. Donc voilà. Mais du coup, la moyenne fait qu'on est sur un taux entre 40 et 50%. Je crois que dans le benchmark du bureau d'études Exen, il y a quelques années, on était à 44%. Il y a un benchmark qui a été... Alors, un benchmark, c'est un peu un état des lieux des pratiques qui a été effectué récemment à l'échelle européenne. Je vais vous donner le lien. Et on est un petit peu au-dessus, finalement, des autres pays européens, puisqu'en Allemagne, ils sont autour de 30-33%. Et il y a des pays pour lesquels on n'a pas les ordres de grandeur. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien pour ce benchmark. Je vous invite à le regarder. Merci beaucoup. Je vois juste qu'il y a une main levée parmi les participants, monsieur ou madame Martinez de la FNE Auvergne-Rhône-Alpes, si vous voulez bien poser votre question ou votre remarque. Oui, merci. Je vais être très rapide et je vous remercie à tous pour cette réunion et cet échange. Je suis très, comment dire, on est sur plusieurs situations dans lesquelles il y a des parcs éoliens qui sont implantés en zone boisée. J'ai bien entendu tout à l'heure que c'est Brice, je crois bien, qui a dit que effectivement, il vaut mieux éviter certains environnements plutôt que de chercher à réduire parce que la situation est vraiment trop délicate. Moi, ma question est la suivante. N'a-t-on pas aujourd'hui suffisamment de résultats pour prescrire, pour, je ne sais pas comment dire, pour sortir une règle, pour édicter une règle qui prohibe le développement des parcs en espace boisé, compte tenu du fait qu'on a aujourd'hui suffisamment de résultats pour montrer les difficultés pour, comment dire, faire en sorte que les impacts ne soient pas significatifs et d'autre part pour éviter qu'on dépense de l'argent au niveau des systèmes de bridage, d'algorithmes, etc., etc. Autrement dit, s'il y a des zones à éviter, est-ce que les espaces boisés en sont une? Un, pardon.
Je peux tenter de répondre assez rapidement. Alors, euh, euh, oui, il y a des zones dans lesquelles il ne faudrait pas développer d'éolien. Ça, c'est certain. Bon, pour les parcs existants dans ces zones-là, je ne sais pas comment faire. Encore une fois, on n'est pas magicien. Par contre, pour peut-être assouplir un petit peu Juste, ma Brice, réponse, mais oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des parcs en espace boisé qui sont prévus et sur lesquels on n'arrive pas à faire admettre cela avec des hum, arrêtés ouais, d'exploitation qui sont donnés par les préfectures. oui, 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 c'est pour ça que il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait prolonger ce webinaire d'au moins 1 heure. Euh, oui, il y a des endroits où on ne devrait pas mettre d'éoliennes, c'est certain, si on veut préserver les oiseaux et les chauves-souris. Une fois qu'elles sont installées, bah, c'est trop tard. Hein. Il faut accepter, si le préfet a donné sa validation que le parc est construit, c'est trop tard. On pourra mettre en place de nombreuses mesures et ça va réduire l'impact, certainement, mais pas pour toutes les espèces patrimoniales, pas systématiquement, et en plus on n'arrivera pas à le détecter tout le temps. Et vu les montants des systèmes qui sont nécessaires une fois que ces parcs sont installés, je ne suis pas sûr de la pérennité de ces parcs-là. Par contre, pour adoucir quand même ce que je dis, c'est que dans le cadre des études d'impact ou des suivis environnementaux, qui sont relus par les DREAL, les services de la préfecture, les DTM, euh, on a énormément d'échanges pour que ces projets-là soit ne voient pas le jour, en fait, hein, pour expliquer que ce n'est pas possible de faire ces parcs-là, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Les services de l'État ne fonctionnent pas de la même manière dans toutes les régions. Soit pour vraiment réduire de manière drastique. On a des projets qui passent de 6 éoliennes à 2 éoliennes, et puis après, là, le développeur se pose la question de Ah l'intérêt oui. du projet et de le faire ailleurs, ça arrive, mais effectivement, dans certaines régions forestières, en plus, on a des projets qui continuent de se développer, alors qu'on est à proximité de très grandes cultures, et pour lequel c'est un non-sens environnemental. Mais je parle que de l'aspect environnemental, hein. En fait, ces parcs se développent dans ces endroits-là en raison du foncier, hein. C'est aussi simple que ça, de l'accès au foncier. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Alors, dans les grandes cultures, évidemment, on a aussi des enjeux sur des espèces très patrimoniales, hein. En Charente, on a l'outarde petière. Un peu partout en France, on a des busards. Quand on est dans des milieux très ouverts, on a des enjeux sur la grande noctule, la noctule commune, voire la noctule de l'Esler. Donc, il n'y a jamais zéro enjeu. Mais quand même, on arrive mieux à maîtriser ces enjeux-là quand on est à distance d'habitats attractifs. C'est-à-dire que une éolienne qui est en milieu ouvert, elle va pouvoir euh, capter plus loin ces espèces-là et arrêter ou diminuer la vitesse de rotation plus efficacement que dans un milieu fermé. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas magique. Même avec les systèmes le plus performants de détection, en intégrant des systèmes de 3D ou les futurs systèmes qu'on imagine pouvoir développer, systèmes radar, etc., on va améliorer le niveau de détection, la résolution, etc., c'est sûr. Par contre, la vitesse, passer d'une éolienne qui fonctionne à une éolienne qui tourne suffisamment lentement pour ne pas impacter, ça c'est mécanique en fait. Donc si la distance de détection c'est 50 mètres, bah, je suis désolé, mais l'éolienne ne sera pas arrêtée suffisamment tôt pour Eh oui. préserver les espèces. Malgré toute la performance, malgré toute la bonne volonté de tous les gens qui travaillent derrière dans la phase d'exploitation, que ce soit en phase de développement et d'exploitation, on ne travaille pas avec les mêmes personnes, donc on voit bien hein, qu'il y a des personnes qui sont désolées d'avoir des parcs qui tournent avec des estimations de mortalité à 350 cadavres par an, et avec des estimations de mortalité fiables. Là, je ne parle pas de formules anciennes qu'on utilisait il y a 5 ou 10 ans. Je parle de méthodes de calcul très, très, très récentes qui permettent d'estimer de manière très fiable la mortalité. Moi, ce qui Donc, me gêne un petit peu dans, là, là, dans le là, propos sur l'éolien en forêt, hmm, c'est que ce qui a été dit par Véronique notamment, c'est qu'il faut cibler les zones qui ont réellement des enjeux et qu'il faut éviter. Mais en fait, de mettre toutes les forêts dans le même sac pour dire que toutes les forêts se valent, qu'un boisement sur un sol calcaire hyper pauvre et une forêt de hêtre cathédrale se valent, ça n'a rien à voir. Et en termes de peuplement chiro, c'est pareil.
on ne peut pas mettre, sous prétexte que c'est un état boisé, de dire que tout se vaut et qu'on va exclure par définition. D'autant plus qu'on a maintenant des éoliennes qui vont être à 60 mètres de la canopée. Donc, on peut, voilà, après, la question de se dire pourquoi est-ce qu'on irait en forêt ou pourquoi, il faut vraiment faire ce travail d'évitement vraiment à l'échelle du site, mais de passer comme ça, de poser un principe de base que tout espace boisé est inapte au développement de l'éolien, c'est quand même une démarche qui, pour moi, est loin d'être scientifique. Donc, il faut être plus fin et faire ce travail-là à Justement, l'échelle des régions. la démarche scientifique, Pour on vient de la autant, il y faire. a effectivement peu de sites, et je te rejoins, Brice, il y a des sites où on ne va pas. Et tu l'as dit aussi, on a beaucoup de sites qui, à l'issue du prédiagnostic, sont abandonnés. Donc, tout Oui, c'est la le majorité, territoire ne sera pas développé en éolien, bien évidemment. On n'est pas juste à attirer par le foncier, c'est pas du tout ça. Il y a un travail d'acceptabilité locale, de co-construction avec les élus qui préexiste à même la démarche foncière. Et bien sûr, un prédiagnostic écologique. Et nous, on a énormément de sites où on ne va pas parce qu'on a trop d'enjeux. Et pour autant, si on se met des œillères et qu'on considère que tel milieu, par nature, parce qu'il rentre dans telle ou telle catégorie du code forestier, sera infaisable, on va aussi je pense, avoir une démarche qui n'est pas une démarche itérative et scientifique. Donc, c'est Justement, important de on mettre vient les de bonnes terminer, technologies dedans. on vient de terminer une méta-analyse et l'étude la plus précise au monde sur l'impact de l'éolien en forêt. On vient de rendre cette étude à la région Bretagne et elle est intégrée dans le programme de recherche Apocop. Et on démontre dans cette étude, alors après, peut-être qu'à un moment donné, on s'est trompé dans une addition ou dans un calcul, mais on démontre justement que ça ne dépend pas du type de forêt. Ou alors que ce niveau de résolution-là ne fait pas varier suffisamment de manière importante la mortalité pour qu'on voit la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de richesse biologique, de biodiversité, une forêt ancienne, une forêt cathédrale, voilà, la forêt de Compiègne, ce genre de choses, forcément, il y a beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus de diversité. Mais dans les boisements qui paraissent parfois dégradés, et ils sont dégradés, ils peuvent être drainés, ils peuvent être plantés de conifères, on a aussi des bordures d'arbres anciens sur talus. On a aussi des allées forestières. Et il faut savoir que les chauves-souris sont, contrairement aux oiseaux, assez peu dépendantes de la diversité floristique. Elles sont plus dépendantes des structures. C'est-à-dire qu'une chauve-souris, que ce soit une allée dans un boisement de conifères ou dans un boisement de feuillus mixtes ou de feuillus, ça reste une allée, un endroit où elle peut s'abriter, chasser et quand même avoir un peu de nourriture, avoir des insectes, des papillons, etc. Donc la densité de contact, elle va être probablement moins importante. Par contre, la densité de mortalité, elle l'est tout autant. Après, on peut rentrer dans le détail avec les dimensions des boisements, les types de boisements, etc. Mais globalement, on a fait cette analyse-là à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Et ce qu'il ressort, c'est qu'on ne peut pas distinguer, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas distinguer l'effet boisement de résineux, l'effet âge du boisement sur la mortalité. Alors on est sur un jeu de données de restreint, hein, c'est les données de 2019 à 2023, il y a 1300 rapports, 500 rapports utiles. Donc c'est pas toutes les données, et dans le jeu de données, la plupart ne sont pas en forêt. Donc tout ça c'est perfectible. Mais pour l'instant, les résultats, et c'est des résultats scientifiques, c'est que les boisements d'une manière générale, et on pourrait même dire les bois, les bosquets éclatés qui représentent une surface équivalente à un boisement d'un seul ensemble, ont le même effet sur la mortalité. Bon, messieurs, c'est un sujet intéressant. Mais là, vraiment, je suis désolé, vous n'êtes pas sympa avec moi. Vraiment, c'est dur. Hein. J'ai essayé. Il fallait commencer à l'heure, hein, Paul. Ouais, mais, ben, je sais bien, mais j'ai essayé de tenir un délai. On était bien parti, hein, on était bien parti et ça aurait pu le faire. Mais là, je crois qu'on va quand même devoir s'arrêter. Mais en tout cas, je vous remercie, Véronique, Camille, Brice et Guillaume pour cette participation et ces discussions qui sont quand même très intéressantes. Comme tu le disais, Véronique, ça donne envie de faire d'autres discussions sur d'autres sujets, évidemment l'évitement, mais aussi de continuer ces discussions-là. Il y a tellement à dire. L'impact du changement climatique sur la biodiversité, de pouvoir aussi travailler sur les causes profondes. Par exemple.
Et il est encore derrière l'impact de la dégradation des milieux, mais par exemple. En tout cas, toutes ces données-là, toutes ces notions-là, toutes ces discussions-là, vous pourrez en retrouver des éléments dans cette publication à venir. Et puis, je vous remercie pour votre participation. Véronique, peut-être un dernier mot. Je vois que tu lèves la main. C'est bien parce que c'est toi et que je suis courtois, mais après, il faut vraiment qu'on s'arrête. Non, non, je suis navrée, c'est que j'ai pas donné le bon lien pour le benchmark, donc je te l'enverrai. Ça va, si c'est ce genre de participation, c'est court et efficace. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toutes et tous. Encore désolé pour les petits problèmes techniques du départ. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur, sauf Brice, visiblement, mais je plaisante. Mais, mais en tout cas, à très bientôt et merci encore pour votre participation. Et bien sûr, le replay, je pense, je parle sous le contrôle de Florence, mais je pense qu'on pourra vous le mettre à disposition pour revoir les moments forts de cette table ronde et Oui. de ce webinaire. Merci encore. Oui, merci Paul. C'est ce que je disais dans le chat, mais pour ceux qui n'ont pas vu, parce que le chat défile rapidement, il y a beaucoup d'échanges. En fait, on mettra à disposition l'enregistrement de webinaire au moment de la sortie de la brochure dans l'article sur le site internet. Comme ça, les gens auront toutes les informations. Merci beaucoup. Merci à toi, Paul, et Merci à Merci toutes et à pour la tous. visite. Merci aux intervenants. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.